Quart politique de la semaine, le magazine hebdomadaire du dimanche matin qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants cette semaine: Anne-Rose Ancher, l'Express, directrice déléguée de l'Express et auteur d'un livre dont on va parler, qui s'appelle Un chagrin français, aux éditions de l'Observatoire. Michel Taubman, politique internationale. Noémie Aliwa, I24 News, et Rachel Binas, LCI. Nous parlerons de la campagne électorale à 2 mois des élections, de la primaire sauvage à l'extrême droite et des meetings croisés à Lille et à Reims. Nous ferons le point sur la situation en Ukraine à la veille du voyage à Moscou et à Kiev du président de la République. Et on vous demandera vos coups de cœur ou vos coups de griffe en fin d'émission. Et on va commencer avec vous, Michel Taubman. Vous serez la farine de ce 4 quarts. C'est un compliment. Parce que nous sommes le sucre, en fait. Il faut expliquer toute la métaphore. Il faut aussi avoir le miel et la pomme. Vous voulez quoi? Vous voulez un rose en chair? Vous voulez il ne reste plus que l'œuf. Je propose qu'on mette 2 portions de sucre. Et l'œuf et la levure. Et il y a le beurre aussi, non? Ah, il y a le beurre. Il y a le beurre. Alors vous choisissez le beurre et avec nous en visioconférence, nous avons la chance, le plaisir d'avoir Rachel Binas, qu'on retrouve de temps en temps dans cette émission. Rachel Binas, qu'est-ce que vous voulez? La levure? Vous voulez... Ce que vous me donnez, tout m'ira. La question totalement improbable. Vous serez la levure de cette émission. Elle vous a donné la farine parce que vous êtes le seul homme de cette émission aujourd'hui. En dehors, avec vous. Avec moi, absolument. Alors on va commencer, puisque vous êtes spécialiste de politique internationale, on va commencer, si vous voulez bien, par la situation en Ukraine. Emmanuel Macron se rend demain à Moscou et mardi à Kiev pour tenter d'amorcer une désescalade entre la Russie et l'Ukraine. Il s'arrêtera probablement en route à Berlin et à Varsovie. Est-ce qu'il y a un rôle à jouer pour l'Europe alors que le déploiement militaire russe à la frontière de l'Ukraine, avec la présence massive de chars, est toujours aussi menaçant? Est-ce que cette attaque est imminente? Alors là, il y a 2 questions. Est-ce que cette attaque est imminente? Écoutez, moi je suis pas expert militaire, mais on en parlait déjà la semaine dernière. Les experts militaires considèrent que non. C'est-à-dire qu'une invasion aujourd'hui de l'Ukraine n'est pas imminente, c'est-à-dire dans les 2-3 jours qui viennent. Et puis peut-être n'y aura-t-il jamais d'invasion de l'Ukraine. Poutine est un ancien agent du KGB, on est face à des gens qui résonnent à la soviétique, et le but, ce n'est pas d'envahir l'Ukraine, mais c'est de faire en sorte que l'Ukraine redevienne un allié, un pays satellite. Et ça peut se faire. On peut fomenter des coups d'État, on peut fomenter des émeutes, on peut fomenter des provocations, mais le scénario de l'invasion de l'Ukraine totale par la Russie est quelque chose qui n'est pas probable politiquement et qui militairement, d'après les experts militaires, ils ne sont pas prêts. Les Russes ne sont pas prêts parce que pour envahir un pays, il suffit pas de masser 100 000 soldats à la frontière. Il faut avoir aussi des hôpitaux de campagne. Il faut avoir aussi mettre en place la logistique de ravitaillement. Cela n'est pas prêt. Alors par contre, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est grave? Oui. Est-ce que ça concerne l'Europe? Oui. Et ça concerne l'Europe au premier chef, car on se polarise sur le conflit Biden-Poutine autour de la question de l'OTAN, mais ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est l'avenir de l'Union européenne, parce que il suffit d'être allé, comme vous et moi, qui avons un certain âge, dans les pays, parlez pour vous. Dans les pays communistes de l'ancien glacis d'Europe centrale, et d'y être retourné après pour savoir la peur, l'angoisse qu'ont les Roumains, qu'ont les Polonais, qu'ont les États baltes, non pas forcément d'une invasion, mais d'une nouvelle satellisation. Et donc l'objectif de Poutine, à travers, c'est un jeu de billard, à travers
le conflit sur l'OTAN, c'est la question de l'Union européenne. Et bien évidemment, la question de l'Union européenne, c'est aussi ces pays ayant adhéré à l'Union européenne doivent avoir les moyens de se défendre. Et l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est d'obtenir une désescalade. C'est d'obtenir une désescalade. Alors après, il y a une autre troisième question à vous poser, c'est est-ce que l'Europe a... Oui, ça concerne l'Europe et ça concerne Emmanuel Macron en tant que président pour 6 mois, s'il est réélu, sinon pour 3 mois et 24 jours, je ne sais pas, de l'Union européenne. Ça concerne l'Europe parce que c'est elle qui est dans le viseur. Est-ce que il va obtenir quelque chose? Ça, c'est une autre affaire. Et comme disait Staline, qui n'est pas une de mes références intellectuelles, mais l'Europe, combien de divisions? L'Europe est une puissance économique, mais l'Europe n'est pas une puissance militaire. En tout cas, Emmanuel Macron a raison de se mêler de cette affaire. Et que ne dirait-on pas s'il ne le faisait pas? Est-ce qu'il en a les moyens? Je pense quand même, et j'espère pour lui, parce qu'il joue gros là-dessus, que s'il va voir Poutine, et Zelensky aussi, c'est quand même qu'il a l'assurance d'obtenir quelque chose. Et donc, je pourrais vous dire peut-être la semaine prochaine s'il a bien fait d'y aller. Alors, vous reviendrez en deuxième semaine. Peut-être. Anne Rosencher, vous publiez d'ailleurs dans l'Express 2 pages sur les scénarios possibles d'une invasion russe, et vous dites que jamais une guerre entre la Russie et l'Ukraine n'a été aussi proche. Mais je vais faire le lien avec le sujet suivant. Est-ce que c'est la raison essentielle pour laquelle Emmanuel Macron tarde à faire connaître sa candidature au présidentiel? C'est une des raisons, mais je ne pense pas que ce soit la raison essentielle. À mon avis, il a une équation avec plein de variables. Elle en fait partie. C'est vrai que la situation géopolitique dans laquelle il est en train de s'investir fait que ça perturberait les choses d'annoncer en ce moment. Mais enfin, j'ai l'impression que cette décision de calendrier est une décision qui dépasse la simple question de l'Ukraine et de la Russie. Après, juste pour rebondir sur ce que disait Michel, je suis d'accord avec lui. Je pense pas que ce soit le scénario le plus probable aujourd'hui, celle de la guerre ou de l'invasion. Mais en revanche, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est à nouveau quelque chose qui survient et qui remet au goût du jour la question de la souveraineté économique et notamment énergétique, bien entendu, parce que une des raisons pour lesquelles certains pays sont gênés aux entournures pour intervenir ou prendre position, c'est que il y a une dépendance très forte vis-à-vis du gaz russe, qui passe notamment par les gazoducs et l'Ukraine, etc. Et je pense que entre la pandémie il y a 2 ans, qui a montré que sur certains secteurs vitaux du type les médicaments, les masques, etc., les respirateurs, on ne pouvait pas toujours s'en remettre au commerce international. Il me semble que là, l'histoire nous montre désormais qu'il faut peut-être revenir à une vision tragique et stratégique de l'histoire et qu'on n'est pas dans un truc post-histoire, comme on disait, où finalement on peut toujours s'en remettre au flux et à l'approvisionnement via le commerce international pour s'en sortir. Alors, je me tourne vers vous, Rachel Binas, parce que vous avez suivi, on va faire le lien avec la campagne, et vous avez suivi hier les meetings de Marine Le Pen, à Reims, et d'Éric Zemmour à Lille. Ça ressemble à une espèce de primaire sauvage des 2 candidats d'extrême droite. Mais comment vous avez trouvé d'abord nos 2 candidats en meeting? Il y avait manifestement beaucoup d'exaltation et beaucoup de monde chez Zemmour, et une séquence intime assez inattendue chez Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ces 2 séquences qui sont de toute façon dans la continuité de la campagne que mènent ces deux candidats. Donc là-dessus, pas de très grosse surprise. On a en effet, comme vous l'avez dit, une Marine Le Pen qui tend à polir un petit peu plus son image, qui veut s'adoucir face à un Éric Zemmour qui lui revendique une forme de radicalité toujours affirmée. Donc on a 2 candidats à droite de la droite qui ont chacun leur propre ligne, leur propre image à défendre, mais un socle électoral qui, pour le moment, peine encore à s'agrandir.
Alors, restez avec nous parce que on va voir quand même Zemmour est renforcé par un certain nombre de ralliements venus surtout du Rassemblement national, mais les sondages indiquent qu'il ne prend pas l'ascendant, sauf le sondage de ce matin, qui est tout à fait. Mais je parle de tous les sondages des dernières semaines. Il ne prend pas vraiment l'ascendant sur Marine Le Pen. Elle reste toujours un cran au-dessus de lui. Quels seront les effets précisément des deux meetings d'hier? Un meeting, si vous voulez, c'est une forme d'incarnation. C'est l'occasion aussi pour les candidats d'afficher des messages, de s'identifier, de se démarquer les uns des autres. C'est aussi l'opportunité de pouvoir présenter quelques mesures qui pourraient être les mesures phares, qui pourraient trouver un écho justement dans la société. Le but, c'est toujours le même, c'est de toucher l'éthos de l'électeur, ce qui n'est pas toujours évident. On sait que par exemple, Éric Zemmour manque encore un petit peu de charisme, a des difficultés avec la prise de parole publique. Ce n'est pas un séducteur comme pouvait l'être par exemple Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen, elle n'était pas forcément brillante à ses débuts, mais elle s'est améliorée. C'est la 3e fois qu'elle se présente. Donc elle n'a plus cette espèce de virginité politique qui pouvait l'habiter au début. C'est là-dessus qu'on peut voir des grandes tendances. Ensuite, on a toujours cette espèce du côté du camp Zemmour, cette espèce de prophétie comme ça apocalyptique. On explique que c'est l'élection de la dernière chance, on positionne Éric Zemmour en sauveur, quand de l'autre côté, du côté de Marine Le Pen, le discours est différent. On a un autre récit, un petit peu plus optimiste qu'on présente, avec l'idée bien sûr de rassembler et de continuer ou de terminer cette mue, de montrer qu'on s'est dédiabolisé et que finalement le mal est incarné par Éric Zemmour aujourd'hui, ne serait-ce que par certains des ralliements. Ensuite, quelques mots sur les débauchages. Ils ne suffisent pas à relancer un candidat, à créer un souffle ou un enthousiasme. Néanmoins, ils peuvent montrer que l'autre camp peine à tenir ses troupes. Et puis, c'est une manière aussi de tenter de crédibiliser un petit peu plus sa candidature. Néanmoins, hier au meeting, il n'y avait aucune surprise du côté du camp d'Éric Zemmour. Les figures qui l'entouraient étaient bien connues depuis ces dernières semaines. Alors, restons un moment sur les ralliements. Qu'est-ce qu'il faut penser de cet article du Monde qui indiquait que les ralliements à la Reconquête font penser à l'épisode de Bruno Maigret? C'est une bonne comparaison. En effet, d'ailleurs, aujourd'hui, quand on dit que Marine Le Pen souffre, en effet, il y a une lutte entre les deux personnages, entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. On sait qu'il n'y en aura qu'un à la fin. Leur objectif est de se dévitaliser les uns et les autres. Et c'est une espèce de lutte à mort pour que l'un des deux survive. Concernant les ralliements, ils font écho en effet à l'épisode Maigret, qui n'avait pas eu raison du parti du Front National à l'époque, bien que quasiment la moitié des cadres étaient partis. Le Front National a réussi à se maintenir. Donc attention parfois à ne pas enterrer peut-être trop vite le Rassemblement National aujourd'hui. Ce sont des ralliements en effet qui pour certains peuvent être perçus comme problématiques. On a par exemple un ancien du Rassemblement National, mais également qui était un ancien du parti antisioniste, proche donc de Soral et Dieudonné. On a des figures comme ça qui appartiennent à une extrême droite, à une droite extrêmement radicale, dont Marine Le Pen a voulu se débarrasser et qui aujourd'hui répondent présent aux sirènes d'Éric Zemmour. Donc voilà, cet Éric Zemmour qui incarne une lecture particulière de l'histoire, du consensus historique et du récit national. Aujourd'hui, ces gens-là se tournent davantage vers Éric Zemmour que vers Marine Le Pen, qui est perçue comme une candidate beaucoup trop douce, ayant rompu avec l'héritage de son père, l'héritage intellectuel, et quelque part avoir trahi la ligne dure du parti. On les retrouve aujourd'hui à la Reconquête. Allons aux enchères.
C'est vrai que Marine Le Pen a rompu avec l'héritage idéologique et philosophique, on va dire entre guillemets, de son père. Jusqu'à maintenant, elle en conservait quand même la queue de comète électorale parce qu'elle avait le nom et qu'elle était la seule sur ce segment. Mais maintenant qu'il y a Éric Zemmour, on peut dire que c'est, quand on regarde concrètement, c'est plutôt lui l'héritier de Jean-Marie Le Pen que Marine Le Pen elle-même. Et d'ailleurs, il rend ce grand service, ou pas d'ailleurs, on verra bien, mais potentiel de second tour, qui est de l'avoir énormément recentré, fait paraître comme quelqu'un de moins clivant, de moins qui provoquerait peut-être sûrement moins que lui une espèce de radicalité dans le pays, voire de guerre civile latente, etc. Bon, sur la compétence, en revanche, elle n'a pas forcément encore tout à fait fait ses preuves, et Éric Zemmour ne lui donne pas particulièrement d'avantage. Après, je trouve que ce qui est aussi intéressant à regarder dans l'analyse de leur électorat, c'est que elle est quand même, ils n'ont pas tout à fait le même électorat. C'est-à-dire que vraiment, elle continue d'être très forte auprès des classes populaires. Elle est toujours la première candidate en intention de vote auprès des classes populaires. Alors, ça a un petit peu baissé, mais ça n'a pas forcément que baissé à cause d'Éric Zemmour. Il est d'ailleurs, il faudrait regarder les derniers, c'est l'IFOP qui fait vraiment bien cette spécificité-là, enfin qui montre ça. La dernière fois, Éric Zemmour était au niveau d'Emmanuel Macron chez les classes populaires, c'est-à-dire autour de 17-18%, ce qui n'est pas mal, mais ce qui n'est pas énorme. Emmanuel Macron ayant gagné beaucoup au cours des 2 dernières années avec la politique du quoi qu'il en coûte, qui a quand même plu auprès d'un certain électorat qui a trouvé que sinon ça aurait été catastrophique, que finalement peut-être que leur emploi avait été préservé grâce à cette politique, etc. Mais grosso modo, Éric Zemmour est vraiment sur une ligne d'union des droites. Enfin, c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire unir l'ultra-droite et une partie, on va dire, assez conservatrice de la droite, les Républicains, nationalistes. Et de l'autre côté, Marine Le Pen est entre guillemets, je n'aime pas ce terme, on y reviendra peut-être, mais une candidate populiste, entre guillemets, dans le sens où elle est allée vraiment au diagnostic du peuple. Alors après, on peut dire qu'elle propose les mauvaises solutions. Néanmoins, elle est vraiment sur ce terrain-là, qui n'est pas le même, je trouve, que celui d'Éric Zemmour. Et en un mot sur la séquence intime, vous avez été touché par ce moment-là? Je suis une femme, j'ai plein de bosses, j'ai vécu des choses, j'ai appris. Touché, moi, de manière générale, je me méfie un peu des séquences trémolo des candidats, quels qu'ils soient, hein, elle ou un autre. Après, je pense qu'en effet, en tout cas dans la tradition française, c'est plutôt bien joué. Les Français, jusqu'à Emmanuel Macron, qui était une espèce de bébé cadom de la politique qu'on ne connaissait pas, aiment bien les hommes politiques couturés, au cuir tanné, qui sont revenus de tout, qui ont fait des traversées du désert, qui ont été trahis, et c'est vrai que c'est une figure classique, on va dire, de la politique française. Noémie. Oui, je suis assez d'accord avec Anne Rosencher. On dit souvent il n'en restera qu'un, et moi je suis pas certaine, parce qu'effectivement il y a quand même des différences fondamentales entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Oui, tous les deux évidemment ont un discours assez dur sur l'immigration. Oui, tous les deux mettent au centre de leur jeu politique la question identitaire. Mais effectivement, quand on regarde dans les sondages, ils ne s'adressent pas au même électorat. Et même, j'ai envie de vous dire, si vous avez regardé hier le discours d'Éric Zemmour, vous vous rendez compte que clairement il s'adresse à l'électorat, les Républicains. C'était un discours extrêmement social, économique. Il a fustigé l'État obèse. Il a parlé très longuement de l'idée de réduire les déficits publics. Il a expliqué l'argent public, c'est votre argent. Il a eu une très longue séquence là-dessus. Donc, je crois que malgré tout, il y a des différences fondamentales, encore une fois, sur les questions économiques et sociales. Marine Le Pen, elle, on le sait, est beaucoup plus souverainiste, en tout cas beaucoup plus protectionniste sur les questions économiques, et donc il me semble malgré tout pour l'instant qu'ils ne sont pas exactement sur les mêmes segments, même si bien sûr il y a aussi des choses qui les rassemblent. Monsieur Taubman.
Oui, Monsieur Malka. Parce que la question... vous avez suivi ou vous êtes ailleurs? Non, je suis... Ah non, vous êtes là. Je ne perds pas une miette de ces propos passionnants et avec lesquels je suis d'accord. Donc j'ai essayé modestement d'apporter 2-3 éléments. Alors d'une part, sur les sondages, je pense que vraiment, à 2 mois de l'élection, les sondages ont une valeur extrêmement relative pour les 3 candidats de droite et d'extrême droite. C'est-à-dire que Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen sont séparés par la marge d'erreur 2-3 points. Donc moi, je ne parierais rien sur aucun des 3 aujourd'hui, et c'est en général dans les 2 ou 3 semaines précédant le vote, c'est-à-dire au moment de la vraie campagne, que les électeurs vont choisir. D'abord, ceux qui aujourd'hui ne se prononcent pas vont faire la différence, et puis les électeurs qui sont de ce camp-là choisiront celui ou celle qui sera le plus à même de battre Emmanuel Macron au 2e tour. Donc c'est à ce moment-là qu'on aura vraiment un basculement, et il est peu probable qu'ils arrivent tous les 3 avec le même score. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai qu'on met toujours Marine Le Pen et Éric Zemmour dans la même catégorie d'extrême droite, mais il y a des différences fondamentales que vous avez exprimées et que donc je n'exprimerai pas à nouveau, aussi bien Noémie que Anne, mais je voudrais juste rajouter un souvenir qui montre à quel point Éric Zemmour, peut-être, dira-t-on, c'est lui qui a permis à Marine Le Pen d'accéder au second tour et même de gagner, parce que il est le meilleur agent de la normalisation, de la banalisation, de la respectabilité de Marine Le Pen. Et d'une certaine manière, ça me rappelle un peu Chirac-Balladur, parce que souvenez-vous, Chirac, c'était Facho Chirac. C'était, les gens de gauche le mettaient sur le même plan que Le Pen, et son combat avec Balladur, où Balladur l'avait trahi, où il était abandonné par les uns et les autres, Pasqua, son plus proche, son mentor en politique, qui peut être considéré par la proximité un peu comme Marion Maréchal avec Marine Le Pen. Les gens les plus proches l'abandonnaient, et Chirac est devenu sympathique durant l'hiver 94-95, quand il était au plus bas, et quand on lui a même demandé à la télé pourquoi vous retirez pas votre candidature qui paraissait inutile. Et je me souviens des gens de gauche qui lui trouvaient toutes les qualités, alors qu'auparavant il l'abhorrait. Et il y a quelques instants, j'ai parlé avec quelqu'un qui, je crois, est de gauche, et qui me disait finalement Marine Le Pen, j'ai trouvé très bien, j'ai trouvé émouvante. Ça, on ne l'aurait jamais entendu auparavant. Et d'ailleurs, SOS Racisme et les gens d'extrême gauche qui manifestent, ils manifestent plus contre Marine Le Pen, ils manifestent contre Éric Zemmour. Ouais, ils vont placarder des affiches devant son QG de campagne avec le statut des Juifs de Pétain. De Zemmour, pas de Le Pen. Oui, pas de Le Pen. C'est ça qui est significatif. SOS Racisme avec Alors, on va parler aussi un moment des parrainages, parce que c'est au cœur de l'actualité. Mais on va faire une pause, on va entendre le flash d'Eva Soto, et ensuite le 4 quarts politique revient. Ne bougez pas. Le 4 quarts politique revient avec Anne Rosencher, l'Express. On va parler dans un instant de son livre Un chagrin français aux éditions de l'Observatoire. Noémie Aliwa, Michel Taubman et Rachel Binas. Encore un mot, Rachel, sur les parrainages, puisque les maires sont au cœur de la bataille des parrainages. D'ici le 7 mars, c'est un peu court pour faire le plein de ces parrainages. Est-ce que les uns et les autres vont y arriver ? C'est un peu court. Les règles sont les mêmes depuis un certain temps, mais certains ont commencé déjà il y a quasiment 5 ans. Je pense par exemple à Nathalie Arthaud, lutte ouvrière. C'est quelqu'un qui a démarré au lendemain de la présidentielle de 2017. Ensuite, oui, la question des parrainages est cruciale, et il est bien dommage que les politiques la mettent sur la table au moment où on n'est pas en mesure en réalité de la réformer, de s'en occuper, de se pencher dessus. C'est-à-dire qu'au moment des élections, on l'analyse, et puis ensuite on l'oublie, alors qu'il y a un enjeu démocratique qui est extrêmement important. À l'enjeu d'ailleurs des parrainages s'ajoute celui du financement, qui est de plus en plus compliqué aujourd'hui pour les partis, notamment les plus petits partis français. Ensuite, oui, les signatures, pour avoir quelques éléments importants en tête, c'est donc 500 signatures dans 30 départements différents.
qui sont désormais publics. En 2017, si je ne me trompe pas, seuls 35% des élus en capacité de le faire avaient accordé leur signature, et c'est très souvent compliqué pour beaucoup de candidats. 1981, Jean-Marie Le Pen n'arrive pas à les obtenir. 2002, Chevènement y arrive, mais c'est très laborieux. 2017, Mélenchon les obtient grâce en fait aux élus du Parti communiste, sachant qu'aujourd'hui, ça ne sera plus possible. Donc, c'est un enjeu extrêmement important. Maintenant, tous ne sont pas extrêmement transparents. En ce moment, Éric Zemmour explique qu'il n'y a pas de problème, qu'il va les avoir. En réalité, sur le terrain, ce n'est pas gagné. C'est pas forcément gagné non plus pour Marine Le Pen, puisque aujourd'hui, elle se retrouve pour la première fois avec un concurrent. Alors certes, vous me direz qu'il n'incarne pas la même ligne. En effet, Éric Zemmour parle surtout au club de l'horloge quand Marine Le Pen s'adresse à un électorat beaucoup plus populaire, héritière encore de la ligne, la stratégie Philippot. Néanmoins, c'est un exercice compliqué, surtout quand le gâteau est plus petit, parce que si vous êtes deux à droite de la droite, c'est compliqué de pouvoir lancer une opération séduction sur les élus. Et j'insiste là-dessus, les parrainages sont publics. Donc les élus savent que leur nom va être publié. Et dernier point, je terminerai avec ça, là où ça peut être un petit peu plus complexe pour les candidats, c'est que désormais, vous n'allez plus chercher le parrainage de l'élu et vous le transmettez au Conseil constitutionnel, c'est à l'élu lui-même de le faire. Donc en fait, il faut miser sur 700-800 signatures pour en obtenir 500 à l'arrivée. Alors, je vous propose maintenant, si vous voulez bien, je vais y arriver, parler de votre livre, Un chagrin français, Anne Rosenchère. C'est un cri d'amour pour la France à travers votre propre parcours, celui de votre père, et en même temps une angoisse devant la perte du sens commun, de l'intérêt général, de la chose publique, et plus que tout, ce que vous appelez, c'est une jolie formule, le bruit sourd du rien à cirer. Vous pensez qu'il y a aujourd'hui une montée de l'égoïsme, de l'indifférence, du je m'en foutisme ? Je pense qu'il y a une montée de l'égoïsme, bien sûr, l'hyper-individualisme de manière générale, ça c'est pas qu'en France, et nous sommes entrés dans une civilisation assez égoïste, où finalement on ne retient de la démocratie et des droits et de la liberté que son étiage purement individualiste, j'y ai droit, en oubliant quand même que depuis les Grecs, on a quand même cet héritage que la liberté et la démocratie ont une dimension civique et sociale fondamentale, et que le bien commun est un endroit où se fait aussi la démocratie et la liberté. Donc, quand on voit en effet les taux d'abstention aujourd'hui, ou quand on voit ce qu'il y a eu, moi je pense que certaines attitudes vis-à-vis du vaccin traduisent ça, c'est-à-dire le côté j'y ai droit, si j'ai pas envie de me faire vacciner. Il y avait un aspect collectif qui était complètement passé à l'as. Donc le rien à cirer, oui. Je pense aussi le désenchantement parfois, c'est-à-dire qu'il y a une dimension égoïste ou un hyper-individualiste, matérialiste, ce que vous voulez, qui est négative. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est rattrapable et qui est le désenchantement, la désaffiliation. Et ça, quelque part, à voir avec le débat qui nous occupait juste avant, c'est-à-dire que dans la politique, avant tout, il y a l'idée que votre vote, que votre voix compte, et que, quelque part, vous êtes une part de cette souveraineté. Et que si vous votez quelque chose, ça va se traduire derrière en actes. Par la représentativité, et ça, je pense que c'est quelque chose qui s'est étiolé au fur et à mesure des années et des décennies. D'abord parce que les citoyens français ont l'impression, à tort ou à raison, qu'on s'est inscrit dans des cadres qui nous dépassaient, la mondialisation, la construction européenne, et que désormais certains leviers n'étaient plus opérants, que nous n'avions plus vraiment la possibilité de transformer ou d'adapter ces nouveaux cadres à notre situation. Et je pense qu'en cela, le référendum de 2005 sur la Constitution européenne, qui n'a pas été suivi des faits, est terrible. Je pense que c'est vraiment, il y a eu un avant et un après
politiquement en France. Et ensuite, la représentativité, voilà, quand vous êtes dans un pays dont les institutions, dont le fonctionnement fait qu'aujourd'hui, des gens qui sont à 12, 13, 14, 15% des sondages ne sont pas sûrs d'avoir des parrainages, ont des difficultés pour avoir des financements. Et je me souviens même à un moment, Marine Le Pen était au second tour de l'élection présidentielle et après, elle n'avait même pas de quoi faire un groupe à l'Assemblée nationale. Tout ça, je ne dis pas que j'ai la solution. Hein. Je sais que même la dose de proportionnelle, il y a des, on voit bien que ça, l'instabilité que ça crée dans certains pays, etc. Donc, je ne dis pas avoir la solution. Je pense néanmoins qu'on est arrivé à un moment de blocage de la Ve République. Elle est peut-être, c'est peut-être ce qu'il faut continuer avec. Moi, je suis pas une spécialiste institutionnelle. Néanmoins, il va falloir revitaliser, réenchanter la démocratie en France parce que je pense que nous sommes en train de nous diriger vers des taux d'abstention qui ne disent rien qui vaille. Vous n'exagérez pas un peu quand vous dites qu'est-ce qui peut encore faire société commune à part les Coupes du Monde quand on les gagne et les chansons de Jean-Jacques Goldman, il y a rien d'autre? Non, mais il y a encore des choses. Il y a le steak frites sur lequel a misé Fabien Roussel, je pense à juste titre, parce que à mon avis, il y avait beaucoup de gens de gauche ou de droite qui étaient d'accord avec lui. Non, mais oui, je pense quand même que il se passe quelque chose dans le modèle français. C'est-à-dire que c'est tout l'objet de ce livre. Moi, j'ai hérité d'un modèle qui m'a été transmis en plus avec force, parce que j'essaye d'expliquer en effet dans le prologue de ce livre que mon amour pour la France et pour le modèle universaliste républicain m'a été transmis par mon grand-père, qui était un juif polonais immigré en France dans les années 20 pour suivre l'antisémitisme de Pologne, qui est arrivé en France pour le modèle français, pour Zola, pour la France qui avait réussi à réhabiliter Dreyfus. C'était quelque chose d'absolument mythologique pour eux. Et qui a été résistant pendant la guerre. Il a été résistant de la première heure, dès juin 40, et il a combattu 5 ans. Il a été déporté en tant que résistant, donc à Dachau. Et quand il est revenu à Paris, à la Libération, il s'est aperçu que l'intégralité de sa famille avait été exterminée à Auschwitz en tant que juif. Lui, il s'était battu en tant que Français. Et malgré tout, il a refait souche en France et il a décidé de transmettre ce modèle républicain, universaliste, qui dit quoi, en gros, si je le résume, qui dit que le citoyen dans la République française, c'est l'homme ou c'est la femme sans étiquette, et que nous mettons d'abord ce que nous avons en commun et que nous gardons pour le privé uniquement nos particularismes, nos origines, nos cultures, nos religions, etc. Et ce modèle-là, qui est un modèle unique, peut-être au monde, qui n'est ni fondé sur l'ethnie, ni fondé sur le multiculturalisme, est attaqué de toutes parts par les communautarismes et par ce soft power multiculturel qui nous vient beaucoup des anglo-saxons et notamment des États-Unis. Et ça m'inquiète énormément, ça m'inquiète pour mon pays et ça m'inquiète aussi pour la montée notamment de l'antisémitisme, parce que je pense que le nouvel antisémitisme est rendu possible par la prolifération du communautarisme. Alors on va en parler parce qu'il y a un chapitre sur Sarah Halimi qui est très intéressant et je voudrais avoir le point de vue de Noémie. Je cite le livre de Noémie Alioua. Voilà, vous le citez d'ailleurs. Mais restons un moment sur parce que vous menez la guerre à 3 concepts: le populisme, le progressisme, le vivre ensemble. Vous dites que ce sont des mots fourre-tout et que les journalistes qui les utilisent contribuent au chagrin français. Au chagrin français. Vous en prenez aussi, là je vais vous taquiner un peu, vous en prenez par exemple au revenu universel, oui. Ultime trahison de la gauche. Absolument. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que au moins il y avait une idée, alors que dans la campagne actuelle de la gauche, il n'y a pas l'ombre du début de la queue d'une idée? Vous pouvez absolument dire qu'il y avait une idée mauvaise, mais c'est une idée forte. D'accord, oui. Non, mais enfin, elle a été portée. Il y avait du monde d'ailleurs. Alors, à l'origine, il a fait oui. 6%, mais... Alors, à l'origine, il faut quand même savoir que c'est plutôt une idée libérale, hein, le revenu universel.
En gros, sans la caricaturer, parce qu'elle a été parfois caricaturée, c'est l'idée de dire, finalement, avec la distribution, la répartition du travail à l'échelle mondiale, comme l'industrie a quitté les économies développées où le prix de la main-d'œuvre est élevé, il va falloir trouver une façon de faire vivre ces gens dont les emplois industriels sont partis. Donc, on le fait via la redistribution, puisque finalement, le tertiaire nous donne de quoi créer de la croissance et redistribuer. Et donc, je crois que c'était Benoît Hamon dont vous faisiez allusion. Alors, attendez, je vais vous interrompre une minute, parce que il faut que je dise au revoir à notre amie Rachel Binas, qui a un impératif et qui nous quitte. Est-ce que je peux vous demander, avant de partir, puisque nous terminons toujours cette émission par un coup de cœur ou un coup de griffe de la semaine, vous voulez nous donner votre coup de cœur? Je vous prends au pied levé, mais je suis persuadé que vous avez une lecture, un film, une pièce de théâtre, une exposition, une série télévisée. Oui, j'ai tout ça. Écoutez, je fais partie des gens qui ont beaucoup apprécié La Panthère des Neiges, dans lequel apparaît notamment Sylvain Tesson pour Sylvain Tesson, merveilleux livre, excellent livre. Et donc le documentaire vaut le déplacement. C'est une pause enchantée. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Il y avait le livre et aujourd'hui il y a un documentaire à la télévision et nous saluons donc Sylvain Tesson. Merci Rachel Binas. Alors je vous ai interrompu et nous parlions. Je veux dire, c'est vrai que c'est anecdotique. Non, c'est pas du tout anecdotique, parce que ça c'est vraiment pour moi le symbole des erreurs de la gauche, à savoir de croire que elle pourrait tout régler via la redistribution. Je ne dis pas du tout, je suis très pro redistribution et je pense que c'est un filet de sécurité absolument appréciable, mais ça ne peut pas être le seul horizon. Parce que si vous dites aux gens finalement vous n'avez plus d'emploi, mais on va vous compenser ça par 700 € par mois à vie et sans condition de ressources, en fait, vous oubliez une chose, c'est que le travail a une vertu d'émancipation, de statut, de dignité auquel aspire tout un chacun. Et j'avais été très marquée, on avait fait à l'Express à un moment un dossier sur ce que veulent les Français, et quand vous interrogiez sur le revenu universel, ceux qui étaient le plus sceptiques quant au revenu universel, c'était les moins qualifiés. Je pense qu'il y a cette idée, non mais vous allez quand même pas vous débarrasser de nous comme ça. Votre modèle ne fonctionne pas pour nous, nous avons été relégués culturellement, géographiquement, et vous nous dites, en gros, voilà, 700 € par mois, vous pourrez vous en sortir, vous ferez un peu de boulot à côté, parce que 700 € c'est quand même pas assez, mais désolé, notre modèle ne produit plus de statut pour vous. C'est quand même impossible, quand on est de gauche, je pense, d'être dans cette réflexion-là. Alors, je me tourne d'abord vers Noémie, ensuite vers Michel. D'abord sur ce concept de « je m'en foutisme ». Est-ce que vous observez ça ? Je voudrais vraiment revenir sur l'objet du livre qui, à mon sens, est vraiment d'abord une défense du modèle républicain. C'est ça le cœur de ce livre, qui explique même que ce modèle-là protège la condition minoritaire. Et donc, je pense que c'est ça quand même le cœur du livre. Et vous lui posez la question il y a quelques minutes, savoir si en gros, c'était pas un petit peu excessif comme diagnostic, de dire qu'il y a de moins en moins de choses qui font du commun. Et il me semble qu'au contraire, c'est un diagnostic très juste. Et on a beaucoup d'études là-dessus et on pense évidemment tout de suite à l'Archipel français, le livre de Jérôme Fourquet qui nous explique qu'en fait on va vers une société où le séparatisme est de plus en plus développé, on va vers une société d'archipel et donc la défense du modèle, bien sûr, et donc ça se vérifie dans tout, et donc aujourd'hui c'est le point de vue d'Anne Rosencher, elle le défend ouvertement, c'est vraiment son idéal à elle et elle le défend, et il me semble que c'est le cœur de ce livre, donc il me semble que son diagnostic n'est pas excessif. Michel ? Alors je n'ai pas lu le livre,
livre, donc je vais pas faire comme beaucoup de gens qui ont un point de vue péremptoire, qui font l'éloge ou qui critiquent un livre qu'ils n'ont pas lu. Par contre, j'ai entendu les propos que vient de tenir Anne Rosencher et qui me semblent extrêmement intéressants et qui me donnent envie de lire le livre. Et je voudrais réagir sur deux choses. D'abord, sur le mal français, il y a évidemment, je pense que la France est l'homme malade de l'Europe, comme on le disait jadis de la Turquie, pas sur le plan économique, mais sur le plan politique. Et il y a un problème institutionnel. Alors, moi, je suis aujourd'hui partisan de la proportionnelle. Ce n'est pas un dogme, ce n'est pas un sacré, mais selon les moments, on doit adapter les modes de scrutin. En 58, après la 4e République, on a instauré le mode de scrutin majoritaire. Aujourd'hui, il faut de la proportionnelle. Alors, j'entends bien les arguments que la proportionnelle, c'est l'instabilité. Mais en France, avec ce mode de scrutin majoritaire, on a des gouvernements qui sont illégitimes. Parce que le mode de scrutin majoritaire, il fonctionnait bien lorsqu'il y avait deux blocs. D'un côté UDF-RPR, de l'autre côté PC-PS, et globalement, leur alliance permettait d'avoir une représentation à peu près équilibrée. Aujourd'hui, que la France est un archipel aussi sur le plan politique, ce mode de scrutin, avec Macron, avec un autre, etc., il permet à quelqu'un qui a eu globalement, et puis après, en plus, la concomitance entre l'élection législative et présidentielle permet à quelqu'un qui a eu à peu près 25% des votants au premier tour d'avoir 60% des députés à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui rend les gens fous. Alors, je ne dis pas, il n'y a pas de solution miracle, mais de ce point de vue-là, il y a évidemment une réforme à faire qui avait été promise par Macron, comme elle a été promise par Hollande, comme elle a été promise par tout le monde, et qu'elle n'est jamais faite. Alors, ensuite, on me dit, c'est l'instabilité. Mais regardez l'Allemagne. Avec ce mode de scrutin proportionnel, on a eu Helmut Kohl pendant 15 ou 16 ans, Merkel pendant 15 ans, etc. Mais l'Allemagne est un pays différent de la France. Tout le monde ne déteste pas tout le monde. Les Verts peuvent participer à des coalitions avec la droite. Les socialistes participent à des coalitions avec la droite. Et on a ce qu'on a aussi en Israël. Je fais juste un peu la promotion pour mon article sur cette question sur le gouvernement israélien. La proportionnelle permet, dans certains cas, pas toujours, j'ai pas de dogme là-dessus. Elle permet de décrisper un pays et de faire des alliances. En Israël, par exemple, la gauche, qui n'est pas en meilleur état que la gauche française, elle a renoncé à un certain nombre de principes. Elle est en meilleur état quand même, puisqu'elle est au pouvoir. Elle est au pouvoir, mais électoralement non. Mais ça permet d'intégrer des gens qui autrement seraient contre le système. Et en tout cas, ce qui se passe en Allemagne est extrêmement intéressant. Et aussi parce que, je vais finir là-dessus, parce que le système allemand repose sur des partis qui ont une autre identité que les partis français. D'un côté, la démocratie chrétienne qui repose sur quelque chose de très profond, qui structure la droite, qui est le christianisme protestant et catholique en Bavière. Et de l'autre côté, une social-démocratie qui a fait son bac Godesberg, qui a renoncé au marxisme en 1959. Et nous, en France, nous avons supporté pendant des décennies le poids de deux partis qui vivaient sur des mensonges. À droite, le gaullisme, qui reposait sur le mensonge que la France avait gagné la guerre avec le concours des armées alliées, disait le général de Gaulle, et que le Parti communiste avait été le grand parti de la résistance, le parti des fusillés. Tout ça n'est pas totalement faux, mais c'est quand même le seul parti français encore existant aujourd'hui sous le nom de Parti communiste français, qui a collaboré et dont les dirigeants sont rentrés à Paris. Jacques Duclos est rentré à Paris en 1940 dans les fourgons nazis. Et le secrétaire général du Parti communiste, Maurice Thorez, a été déserteur de l'armée française. Donc, on vit sur des mensonges, alors qu'en Allemagne, les partis, ils ont fait vraiment le ménage sur leur passé, et ces partis se sont refondés sur des bases réelles. Le Parti socialiste allemand, qui s'appelle social-démocrate, il n'a jamais prôné la rupture avec le capitalisme en 100 jours, comme le faisait François Mitterrand. Pour le premier reportage que j'ai fait en tant que journaliste en 1979, j'étais au congrès de Metz et j'ai vu ce débat qui paraît complètement fou aujourd'hui entre Chevènement qui disait la rupture avec le capitalisme doit se faire en 100 jours, Mitterrand qui disait non, elle doit se faire en 200 jours, et le pauvre Michel Rocard qui disait mais vous savez, entre le marché et le plan, il n'y a rien. Ce qui veut dire que si nous voulons gouverner sérieusement, on doit adopter l'économie de marché, et qui se faisait huer par les militants. Donc quand on a vécu ça, on se dit que le mal français, je me permets d'ajouter ça, il est aussi politique, et il repose aussi, il y a quelque chose de très 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 profond, et aussi tout ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers repose sur le fait que les partis qui se réclamaient de la classe ouvrière, socialiste ou communiste, ont complètement failli à leur mission. Et on a aujourd'hui cette scène
Je ne sais pas si vous avez vu le film avec Dujardin, très très drôle, là, OSS 117, pas le premier, je crois, où on voit à un moment les deux ennemis qui se poursuivent avec des déambulateurs dans l'hôpital. Et ben aujourd'hui, on a le Parti communiste et le Parti socialiste qui se battaient il y a encore 25 ans, l'un pour être à 25%, l'autre à 23%, qui se battent pour franchir la barre des 3%. Si on s'attendait à entendre une référence à OSS 117 dans une... Oui, mais ça me fait penser c'est une belle référence. Et en tout cas, c'est un beau développement sur ce que vous appelez... Le triomphe posthume de Georges Marchais, ça sera si le candidat communiste fait 3,2% et le candidat socialiste fait 2,7%. Voilà où on en est arrivé. Alors c'est ce que vous appelez le mal français et c'est ce que Anne Rosenscher appelle le chagrin français. Alors il y a quand même, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce chapitre consacré à l'affaire Sarah Halimi où vous dites le sang a séché, la famille a déménagé, l'antisémitisme a continué de prospérer, mais l'assassin ne sera pas jugé. L'affaire Sarah Halimi, pour vous, elle est encore devant nous. L'affaire Sarah Halimi, c'est une parabole pour moi. C'est la parabole d'un déni français, pour le coup, sur ces questions-là. Dès le départ, et Noémie connaît très très bien cette question, dès le départ, l'affaire n'est pas investiguée par les journalistes. Premièrement, c'est la première étape de la parabole pour moi. J'étais, moi, à l'Express à l'époque. Presque, c'était trop gros. On était entre les deux tours de la présidentielle. Quand on commençait à en parler aux journalistes dans les rédactions, ils disaient oui, il faut faire attention, il y a de la paranoïa dans la communauté en ce moment, etc. Puis, il faut faire attention de ne pas monter un fait divers en épingle entre les deux tours. Ça pourrait faire comme Papy Mougeot, je sais plus comment il s'appelait. Papy Mougeot, c'est autre chose. Voilà. Et donc, au tout début, c'est en effet la presse communautaire qui commence à écrire des papiers. Il faut attendre près d'1 mois et demi pour que l'Express et le Figaro sortent leur première vraie enquête. Ça, c'est le premier étage. Enfin, en vérité, le premier étage, c'est même la police qui met quand même plusieurs heures à intervenir parce qu'ils craignent un attentat islamiste. Et une pétition aussi, signée par un certain nombre de Jacques Julliard et d'autres. Cette pétition, c'est dans le Figaro 1 mois et demi, en effet, après. Mais au tout début, je dirais qu'il y a aussi le problème de la police qui, craignant un attentat islamiste, n'intervient pas alors qu'elle aurait éventuellement pu intervenir assez proche. Et puis après, quand on découvre, voilà, tout ce que ça veut dire, qu'elle vivait dans un HLM où finalement les bailleurs ne l'auraient plus mise si elle avait demandé actuellement parce que ils auraient considéré qu'elle n'était plus en sécurité. Il y a eu bien entendu le volet judiciaire qui a été fait sans... On comprend pas ce qui s'est passé. La magistrate qui a eu un problème avec les parties civiles dès le départ, qui ne les a jamais reçus, qui n'a pas voulu faire de... Donc voilà, c'est cette parabole-là que j'essaye de creuser pour savoir qu'est-ce qui fait qu'à la fin, c'est un tel chagrin. Alors pour le coup, c'est un vrai chagrin, l'affaire Sarah Halimi. Noémie, 1 minute, parce que je voudrais qu'on ait le temps de faire un tour. Je voudrais juste dire que c'est très courageux de la part d'Anne Rosenscher d'avoir mis ce chapitre dans son livre, parce que beaucoup de personnes qui ont des responsabilités dans la presse ou ailleurs, eh bien, ont tellement peur d'être taxés de communautarisme qu'ils n'osent pas prendre ces questions à bras-le-cœur et ils préfèrent fermer les yeux. Et je rappelle le livre de Georges Bensoussan, un exil français qui est passionnant et qui raconte que pendant l'affaire Dreyfus, beaucoup de personnes qui étaient de confession juive et qui avaient des responsabilités avaient préféré fermer les yeux sur l'affaire Dreyfus par peur d'être taxés de communautarisme. Donc il faut être courageux pour oser parler de ces questions quand on n'évolue pas dans un cercle communautaire. Alors nous avons 10 secondes pour chacun d'entre vous pour donner votre coup de cœur ou coup de griffe. Oula, oui. Mon coup de cœur, écoutez, il faut lire le livre de 2 économistes, ça paraît comme ça, mais c'est très très intéressant. David Tesmar et Augustin Landier qui ont travaillé sur le divorce entre l'analyse économique et la vie du peuple. Michel Thoman. Mon coup de cœur, c'est pour ma collègue et amie Michaëlle Gagné, réalisatrice du fameux reportage qui est passé sur M6 et qui a causé tant de sur Roubaix. Comment ? Non, pas sur Roubaix.
Oui, sur Roubaix. Sur Roubaix, sur sur M6. Et sur Mais M6, voilà, oui. à propos de Roubaix, mais sur la chaîne de télévision M6, et on parle évidemment beaucoup de Félix Meunier et qui est de fait condamné aujourd'hui à une semi-clandestinité. Il y a eu d'ailleurs dans Le Mais Monde toute cette d'hier protection un policière. grand papier et je dois dire, d'un certain nombre de musulmans qui ont soutenu je dois dire cette, que ce documentaire. je ne réagis pas là en tant que juif, puisque je vais dévoiler un secret que je suis juif. Oui, ça vous étonne, Shlomo? Eh oui, je vous l'avais jamais dit. Non, mais je réagis en tant que citoyen français, en tant que démocrate, en tant qu'universaliste, accessoirement en tant que journaliste, parce que je n'ai pas réflexe corporatiste. C'est le même réflexe que j'ai eu il y a déjà 20 ans quand je suis allé soutenir Robert Redeker, que je ne connaissais pas. Donc voilà, et je pense que c'est important qu'on le dise. D'un mot. Un coup de sourire, Nathalie Loiseau, députée européenne, qui a fait qui a donné une interview au Point et qui critique très vertement la Suisse, et l'ambassadeur lui a répondu très vertement, et on a envie de rire parce que c'est une femme qui nous fait beaucoup rire souvent. Merci à tous les quatre, Anne Rosenscher, l'Express, Michel Taubman, Politique Internationale, Noémie Aliwa, I24 News et Rachel Binas, LCI. C'était le 4 quarts politique de la semaine. Bon dimanche à tous.